Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous avez étudié beaucoup de religions avant de faire la vôtre sur le monde dans lequel nous vivons. Le philosophe que vous êtes a beaucoup réfléchi et médité, ce qui ne vous a pas empêché d'écrire beaucoup, bien au contraire. Vous venez de réaliser pour un film des ateliers afin de préparer une génération à des bonheurs futurs dont nous avons plus que jamais besoin, surtout aujourd'hui. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour. Alors ce film dont on va parler tout à l'heure, ça sort demain sur tous les écrans, c'est un documentaire, Le Cercle des petits philosophes. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Et Dieu sait si vous avez un parcours assez atypique et assez énorme. Donc la première date que j'ai trouvée, c'est le 7 janvier 1990. Ça vous dit quelque chose ? Rien du tout. Eh bien, c'est votre première télé dans le jour du Seigneur. Ça vous dit quelque chose ? Oui, mais alors je sais que ma toute première télé, c'était Gilles Schneider sur la 5. Oui, mais là, c'est dans le jour du Seigneur. C'est la première fois que vous arrivez pour témoigner sur votre foi et votre vie spirituelle. Oui. Est-ce qu'ils étaient venus me filmer dans la forêt de Fontainebleau, je crois. Exactement. Où j'habitais, effectivement. Et oui, je me souviens parce que j'ai vécu une conversion. Enfin, j'ai une rencontre qui a marqué ma vie. C'est la découverte à l'âge de 19 ans. Lorsque j'ai lu l'Évangile pour la première fois, j'étais extrêmement touché par le message du Christ. Et c'est vrai que ça a profondément marqué ma vie. J'en avais parlé au jour du Seigneur, je me souviens. Alors, ce jour du Seigneur, il a été inventé par un père dominicain, Raymond Pichard. Et le 24 décembre 1948, la première émission du jour du Seigneur, c'était la messe de minuit depuis la cathédrale de Notre-Dame. C'est fou, hein ? Et oui. Et hier soir, bien sûr, vous étiez à Notre-Dame. Eh ben, j'y étais d'autant plus que j'habite à côté, donc j'ai vu de la fumée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fumée ? Je suis sorti et quand j'ai découvert que c'était Notre-Dame, là, j'étais sidéré. Et j'ai pu qu'assister en larmes et impuissant à l'œuvre destructrice des flammes pendant des heures. Alors ce matin, je suis un petit peu plus soulagé parce que je sais que voilà, l'essentiel est sauvé, la structure ne va pas s'effondrer, mais évidemment, c'est terrible de voir un monument historique auquel on est très attaché, dévasté par les flammes en quelques heures. Vous alliez souvent à Notre-Dame, Frédéric ? Très souvent, je vous dis, j'habite juste à côté, donc j'allais très souvent à Notre-Dame, même si c'est très souvent, enfin, c'est pas le lieu où si j'ai besoin de me recueillir dans une église, c'est pas là que j'irai, il y a trop de touristes, voilà. Mais c'est un lieu magnifique, c'est une très belle cathédrale qui est émouvante par son histoire également. J'aime beaucoup Victor Hugo, vous savez, je suis un des grands fans de Victor Hugo. Qui avait d'ailleurs prédit l'incendie de la cathédrale dans Notre-Dame de Paris. Oui. Il avait raconté, oui, absolument, la flèche en flammes, etc. Et d'ailleurs, il faut savoir, parce que peu de gens le savent, que Victor Hugo a probablement sauvé Notre-Dame, puisque après la Révolution, Notre-Dame a été saccagée, plus du tout entretenue, elle menaçait de s'effondrer, et la commune de Paris, qui n'avait pas beaucoup d'argent, avait décidé de la raser. Et du coup, Victor Hugo a écrit son roman Notre-Dame de Paris pour redonner aux Parisiens l'amour de Notre-Dame. Et il a réussi. Il a créé son succès a été tel qu'il y a eu un élan populaire, et du coup, la commune de Paris a voté un budget pour restaurer la cathédrale, et ce sera l'œuvre entre autres de Viollet-le-Duc, mais on peut dire qu'il a été déjà le sauveur de Notre-Dame. Oui, et hier soir, ce que vous avez vécu en direct, c'est un mouvement totalement de ferveur populaire, totalement incroyable. J'étais entouré de milliers de personnes, alors dont la plupart n'étaient absolument pas catholiques, qui pleuraient, parce qu'on était bouleversés de voir une œuvre d'art comme ça, c'est le témoin de notre histoire, et donc qui est en train de partir en flammes, c'est bouleversant, et ça crée, je pense, un mouvement de communion nationale. On est très divisé en ce moment, on le voit bien avec la crise des Gilets jaunes et tout. La France est très divisée. Et ben là, j'ai senti un grand moment d'unité autour, effectivement, on pourrait dire au chevet de Notre-Dame. Oui, et on sentait les larmes d'émotion dans la voix du président de la République. Oui, mais j'ai beaucoup aimé son allocution que j'ai pu voir par la suite. J'ai trouvé qu'il a trouvé les mots justes pour dire à quel point Notre-Dame était un symbole vraiment pour tous les Français au-delà des religions. Et puis j'apprécie beaucoup cette volonté très forte de reconstruction rapide de Notre-Dame, parce que je pense qu'on ne peut pas laisser ce monument dévasté longtemps. Et vous allez retourner à Notre-Dame dans les jours à venir voir J'y vais tout à l'heure, là, en fin de journée. Je vais accompagner pour une émission, je vais être présent. Après, ce ne sera pas encore ouvert, évidemment. Je vais pouvoir être sur le parvis de Notre-Dame, mais dès que ce sera possible. Mais je ne sais pas combien de temps, on verra combien de temps l'église va être complètement fermée au public, parce que c'est très dangereux actuellement. Il y a encore des poutres qui tombent, etc.
Donc, je rentrerai quand je pourrai. Oui, puis on a craint vraiment hier soir que les deux fondements tours de la structure s'effondrent. et les tours. Voilà. Vous l'avez craint aussi, tout à fait. Frédéric Lenoir ? Moi, ce qui était très impressionnant, c'est qu'on voit la progression extrêmement rapide des flammes. Alors évidemment, la charpente s'embrase et on voit que les pompiers ne peuvent rien faire. Alors je me disais, mais pourquoi ils n'envoient pas un Canadair ? Bon, j'ai appris après qu'on pouvait pas, ça aurait fait effondrer la structure, tellement la puissance de l'eau est forte. Mais en fait, on se dit, on est impuissant, et où est-ce que ça va s'arrêter ? Puis on a vu une tour qui a commencé un peu à s'enflammer, ils ont réussi heureusement à éteindre l'incendie dans cette tour, mais quand la flèche s'est effondrée, c'est un moment bouleversant, qu'on se dit, mais tout va s'écrouler. Heureusement, on apprend ce matin que, a priori, la structure est intacte. Et que les trésors ont été sauvés. Voilà. Et je ne sais pas comment ça s'est fait. D'ailleurs, j'étais pas à l'intérieur à ce moment-là. Je ne sais pas comment ils ont réussi, au moment où l'incendie s'est déclenché, à sauver l'essentiel des trésors. C'était totalement inimaginable. On n'y pense jamais. C'est-à-dire que ça peut, bien sûr que c'est imaginable. On sait très bien qu'il y a eu plein de cathédrales qui ont brûlé dans l'histoire, qui ont été détruites. Mais c'est vrai qu'on ne l'imagine pas. Et du coup, ça m'a fait penser à quelque chose d'autre. Je me suis dit, mais s'il arrivait la même chose au Louvre, au musée d'Orsay, tous ces chefs-d'œuvre qui partiraient en fumée. Donc j'espère qu'on a pris beaucoup de précautions pour les musées. En tout cas, ce qui s'est passé hier soir correspond à la foi que vous défendez depuis des années, Frédéric Lenoir, à ce côté soyons unis, oui, mais que vous défendez. Vous savez, j'ai une foi personnelle. C'est-à-dire que, encore une fois, ma foi, je suis très touché par le message des évangiles. Après, je suis pas quelqu'un qui suis spécialement pratiquant, dans le sens où j'adhère à toute une spiritualité assez universelle, et je suis intéressé par le bouddhisme, je suis intéressé par un tas d'autres courants spirituels que le catholicisme, même si, encore une fois, j'ai un enracinement catholique et chrétien que je ne renie pas du tout, et que la personne du Christ me bouleverse. Oui, alors vous êtes né à Tananarive, vous avez grandi à Dourdan, voilà, la ville où Michel Audiard est... Dans l'Essonne, un petit village de l'Essonne. Où Michel Audiard a beaucoup vécu et travaillé. Il y a une très belle église du XIIIe siècle également. Et je pense aussi que vous avez des parents croyants qui, eux, pratiquaient la foi, mais la foi en aidant les autres. Oui, c'était ce qu'on appelle les cathos sociaux, si vous voulez, ou les cathos de gauche. C'est des gens, si vous voulez, qui avaient compris la religion comme aider les autres. Et pour eux, être chrétien, c'était ouvrir la porte à tous ceux qui en avaient besoin. J'ai vu défiler un tas de gens qui étaient dans le besoin, ils soutenaient des personnes, on hébergeait des gens qui avaient été virés de chez eux, etc. Et puis ils donnaient à toutes sortes d'œuvres. Je me souviens, les chrétiens d'Orient, etc. Le secours catholique, enfin, ils donnaient à beaucoup d'œuvres. Et donc ça m'a donné quand même l'image d'un christianisme généreux. Oui, mais en même temps, Frédéric Lenoir, il ne vous donnait pas assez d'amour. Vous partiez dans la nature pour essayer de trouver un peu cet amour. Le problème de mes parents, c'est que ma mère, elle avait reçu une éducation catholique un peu janséniste, si vous voulez, dans lequel il fallait pas trop donner d'affection à ses enfants parce qu'on pouvait éveiller leur orgueil ou leur sexualité. Du coup, il fallait pas qu'elle nous embrasse, qu'elle nous prenne dans ses bras, etc. Donc, c'est quelque chose de terrible. Donc, j'ai beaucoup manqué d'amour maternel. Et mon père, qui était plus affectueux, qui avait un sens du contact plus fort, il était assez tyrannique. C'était quelqu'un assez violent. On l'a connu, il a été ministre, oui. René Lenoir. Oui, secrétaire d'État à l'action sociale. Il a fait des choses très belles d'ailleurs. Il a fait voter les lois pour les handicapés et les personnes âgées. Donc c'est quelqu'un qui a fait des très belles choses dans sa vie professionnelle, mais qui était, tout en étant généreux, qui avait beaucoup de violence en lui. Je pense qu'ils étaient d'ailleurs malheureux ensemble, mes parents. Et donc finalement, la vie familiale était douloureuse. Et ce qui fait que je partais dans le jardin, je partais dans la nature et je me réfugiais dans la nature. C'est là que je trouvais finalement l'affection dont j'avais besoin. Et il y a une image importante, c'est à 6 ans, je crois, vous découvrez une clairière et ça provoque en vous une montée d'amour, Frédéric Lenoir. Tout à fait. On me demande souvent, c'est quoi ta première émotion amoureuse ? Et je dis, c'est pas une rencontre humaine, c'est la rencontre avec la nature. Effectivement, vers je sais plus quel âge, 6-7 ans peut-être, effectivement, je suis dans une clairière, je vois la beauté de la lumière dans les arbres, et là je me mets à pleurer de joie. Je me dis, mais que le monde est beau, et ça ne m'a jamais quitté, ce sentiment d'amour pour la nature. Et en même temps, l'amour de l'école, c'était pas ça. Je crois que vous avez changé 3 fois de lycée. Ouais, j'étais viré tout le temps parce que j'étais... comme je m'ennuyais à l'école... Ah bon ? Oui, tout le monde. Il y a des bons élèves qui aiment apprendre. Moi, je m'ennuyais à répéter toute la journée, essayer d'apprendre. Et donc, vous savez, Montaigne dit une phrase très juste, il dit, au lieu de remplir un vase, il faudrait allumer un feu. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'au lieu en permanence, même si c'est nécessaire, c'est bien d'apprendre à compter, à lire, et je ne regrette pas de l'avoir fait aussi. Mais c'est vrai que je m'ennuyais un peu, j'avais besoin qu'on m'enflamme. Et ce qui m'a enflammé, c'est la philosophie. C'est vraiment la rencontre avec la pensée qui a eu lieu plus tard. Alors, l'école, ça n'a pas marché. Vous vous êtes rattrapé ensuite dans le travail. On va en parler dans quelques instants avec une autre date, le 7 mai 2003. À tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Lenoir.
Et attention à l'abus d'alcool. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Frédéric Lenoir, avec un parcours atypique qu'on évoque à travers des dates. 7 mai 2003. C'est un livre qui sort, qui s'appelle Le Secret. C'est votre premier roman. Exact, oui. En fait, j'ai eu envie d'écrire depuis l'enfance. J'ai d'ailleurs retrouvé un petit livret que j'avais écrit à l'âge de 12 ans. C'était mon premier roman finalement, Oui. qui doit faire 8 pages. Ça s'appelle La Grande Famine. Et c'est une histoire qui se passait avec les hommes préhistoriques. Et puis finalement, après, j'ai un petit peu renoncé à l'écriture des romans parce que je suis parti très rapidement dans plutôt des livres de philosophie, de sociologie. Et puis je suis revenu, arrivé à l'âge de 40 ans, je me suis dit quand même, je vais pas laisser de côté mon rêve qui est d'écrire des romans. Et c'est pour ça que j'ai écrit Le Secret, qui a été d'ailleurs monté au théâtre à Avignon l'été dernier, et ça fait une très belle adaptation. Alors, c'est assez étonnant car c'est à la fois un conte philosophique et un roman à suspense, ce qui est assez novateur à l'époque. Alors c'est ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire qu'ensuite j'ai fait 5 ou 6 autres romans, dont certains ont connu un beaucoup plus grand succès, comme La Promesse de l'Ange, qui est sur le Mont Saint-Michel, ou L'Oracle de la Luna, qui est un succès dans une vingtaine de pays. Et j'ai toujours construit mes romans avec ces deux dimensions. D'un côté, un thriller, c'est-à-dire qu'on tourne ce qu'on appelle un page-turner, c'est-à-dire j'ai envie que les gens, à la fin de chaque chapitre, aient envie de savoir ce qu'il y a ensuite. Donc je construis tout comme un polar, et il y a toujours des crimes, un suspense, etc. Et en même temps, j'en profite, parce que c'est ce qui m'intéresse, pour faire passer tout un certain nombre de réflexions philosophiques sur la vie, sur la mort, de transmettre, je dirais, aussi du savoir. Et ce que vous avez fait, personne ne l'avait fait, mélanger le thriller. Si, Umberto Eco. Ah oui, bien sûr. Je me suis inspiré d'Umberto Eco. Je me suis dit, quand j'ai lu Le Nom de la Rose, je me suis dit, c'est génial. Il nous fait un thriller avec un thème métaphysique. Et ça a marché. Ça a été un succès mondial, planétaire. Même si le livre est très difficile, les gens ont surtout connu le film. Parce que le livre, il est plein de pages en latin, etc. Et tout. Moi, ça m'a passionné. Je suis pas sûr que tout le monde l'ait vraiment lu, mais c'est vrai que le film de Jean-Jacques Hano est formidable. Et du coup, il a instauré un genre nouveau, qui est le thriller théologique ou le thriller philosophique. Que vous avez repris à votre compte et avec succès, Frédéric Lenoir. Alors tout ça a commencé par le banquet de Platon quand vous aviez 13 ans. Tout à fait. Et donc, mon père, un jour, me dit, t'es passionné de questions philosophiques, tiens, lis ce livre. Et le banquet de Platon, c'est en fait un livre très simple à lire, puisque Platon a eu l'idée géniale de faire parler plusieurs philosophes sur la question de l'amour. La question de l'amour, c'est quand même passionnant. Des grandes questions. Moi, quand on est au début de l'adolescence, on s'interroge, c'est quoi l'amour ? Et je lis le banquet de Platon, et là, je suis passionné par les différents discours des uns et des autres, et qui se confrontent. Et puis, du coup, je me suis dit, mais c'est qui Socrate ? Et puis, je lis les autres dialogues socratiques, et puis après, j'ai lu Épicure, et puis j'ai lu Aristote. Ce qui fait que je suis arrivé en classe de terminale, j'avais déjà lu quasiment tous les auteurs de la philosophie grecque, et ce virus ne m'a jamais quitté. Alors, Socrate, c'est assez compliqué parce qu'il n'a jamais rien écrit lui-même. Oui, c'est Platon qui a écrit, mais qui fait parler Socrate. Voilà. Alors on ne sait pas si Socrate a vraiment dit ça ou si c'est les idées de Platon. Évidemment, c'est très difficile de faire la part du vrai et du faux. Mais en tout cas, c'est vivant. Les dialogues socratiques, c'est vivant parce que ce sont des dialogues. C'est comme des pièces de théâtre, si vous voulez. Donc ça se lit beaucoup plus facilement que les traités de Platon. La République est beaucoup plus difficile à lire, par exemple, que le Phédon ou le Banquet. Alors, il y a aussi un autre écrivain qui vous a marqué et beaucoup plus inattendu, c'est Dostoïevski. Frédéric Lenoir. Alors à 16 ans, j'ai découvert Dostoïevski parce que je m'intéressais à la littérature, donc j'ai commencé à lire un certain nombre de romans et j'ai été très 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 touché par les frères Karamazov. C'est vraiment un livre qui m'a bouleversé parce que c'est aussi un roman où il se passe plein de choses, mais qui parle de la vie, de la mort, de Dieu, de plein de choses passionnantes. Donc c'est aussi un grand roman philosophique, les frères Karamazov. Et puis il y a ce passage incroyable qui est la légende du grand inquisiteur, ces 20 pages au sein des frères Karamazov, où Dostoïevski imagine Jésus qui reviendrait sur Terre au XVIe siècle et qui rencontrerait le grand inquisiteur. Et ce dialogue-là, Freud disait, c'est le sommet de toute la littérature mondiale. Et c'est vrai que quand on lit ça, ça m'a passionné sur aussi l'histoire du christianisme à travers ce dialogue-là. Et ça m'a donné envie ensuite de lire d'autres romans, je dirais, philosophiques ou spirituels. Et c'est comme ça que j'ai découvert Hermann Hesse, par exemple, qui a écrit Le Loup des Steppes ou Narcisse et Goldmund. J'ai découvert d'autres auteurs, Stefan Zweig, etc., qui écrivent des romans qui nous font réfléchir. Et Dostoïevski, on le sait peu, mais il a été révolutionnaire dans ses jeunes années. Et il a subi le supplice du simulacre d'exécution. Je ne sais pas si vous le savez. Non, je le savais avec pas. 2 autres personnes, 20 minutes cagoulées au peloton d'exécution. Il a dû tenir avec la peur de mourir. Pour quelle raison Comme ça, c'était une sorte de supplice fait. C'était une épreuve qu'il a accepté de subir à l'époque pour se préparer à la Révolution. Et il y a un des suppliciés qui est devenu fou à l'issue de cette épreuve. C'est un truc totalement surréaliste. Alors, il y a aussi Jung qui vous a marqué, Carl Gustav Jung. Oui, que j'ai lu à peu près en même temps. J'ai lu son roman autobiographique qui s'appelle Ma vie.
c'est un des livres les plus essentiels que j'ai jamais lus, parce que il parle de tout, et Jung, c'est un grand génie. Il a été un peu effacé par Freud. C'est-à-dire, Freud a pris tellement de place, et comme il a rompu avec Freud, c'est un disciple de Freud. Et puis, il a rompu avec Freud sur la question de la sexualité. C'est-à-dire, Freud dit, c'est la libido qui explique tout. Et Jung dit en partie, mais pas uniquement. Il dit notamment, justement, le sens du sacré, c'est pas la libido. Or, c'est tout à fait universel. Et donc, Freud, je pense que Jung a été plus loin que Freud. Il l'a dépassé dans plein de domaines. Il s'est intéressé à quantité de questions, aussi bien l'alchimie, les mandalas tibétains, l'astrologie. Il a découvert l'inconscient collectif. Il a découvert la synchronicité, qui est une loi fondamentale. Il a découvert l'animus et l'anima. Et donc, c'est un génie méconnu. Ce qui fait que moi, Jung m'a passionné. D'ailleurs, j'ai un projet de livre sur lui. Et vous avez aussi eu un déclic en passant quelques semaines dans un monastère en Bretagne. Alors c'est ce dont on a parlé tout au début de l'émission. C'est que je m'intéressais en fait à la philosophie, je m'intéressais à la spiritualité, j'avais lu des ouvrages sur le bouddhisme, et donc je dirais que je me posais toutes sortes de questions sur le sens de la vie. Mais il y a une religion qui m'intéressait pas, c'était le christianisme. Pourquoi ? Parce que ayant reçu une éducation chrétienne, le catéchisme m'avait vraiment barbé, j'avais quitté très vite, et donc ça m'intéressait pas. Et puis à un moment donné, j'ai un ami qui s'appelle Samuel Rouvillois, qui était chrétien très très fervent, qui est devenu moine ensuite. Qui est devenu moine, qui est toujours d'ailleurs. Il m'a appelé ce matin pour Notre-Dame et on a eu un très bel échange. Et Samuel me dit, mais tu devrais un jour aller dans un monastère, parce que comme tu es sensible à la beauté de la nature, tu es sensible à la beauté en général, tu pourrais te toucher. Et c'est vrai, j'ai été à Beaucain, en Bretagne, dans ce magnifique monastère cistercien. Et puis là, j'ouvre pour la première fois de ma vie les évangiles. Je tombe par chance sur l'évangile de Saint Jean, sur le dialogue de Jésus et de la Samaritaine. Et là, je suis bouleversé et je sens une présence. Et donc, on peut dire que j'ai la foi dans le Christ, c'est-à-dire cette relation avec le Christ. Depuis que j'ai lu l'évangile de Saint Jean à l'âge de 19 ans, ça ne m'a jamais quitté. Et d'autres choses ne vous ont jamais quitté, à commencer par la Passion. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 29 janvier 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Lenoir. Pour tous nouveaux clients. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Frédéric Lenoir. On a parlé de votre foi, de vos livres. Et le 29 janvier 2013, il s'est aussi passé quelque chose. C'est au Théâtre du Gymnase. La première de Renaissance. Exactement, un spectacle musical mis en scène par Christophe Lutringer. Oui, alors effectivement, j'ai une passion aussi pour le cinéma et le théâtre. J'avais déjà fait une pièce de théâtre, j'avais écrit une pièce de théâtre en 2009 qui s'appelle Bonté divine, qui était en fait une comédie avec Roland Giraud dans le rôle principal, où c'était un prêtre, un rabbin, un imam et un bonze bouddhiste qui se trouvaient enfermés dans une pièce qui ne pouvaient plus en sortir. Évidemment, ça donnait lieu à des dialogues extrêmement drôles. La pièce avait connu un énorme succès. Et après, j'ai eu envie de refaire une pièce de théâtre, mais quelque chose qui soit un peu différent. Donc, c'était pas une comédie Renaissance, c'était beaucoup plus une pièce de théâtre qui portait sur des grandes questions aussi philosophiques et qui s'est jouée effectivement au gymnase. Je crois que vous étiez en même temps que nous, d'ailleurs. Oui, en train de faire un autre spectacle dans une salle voisine. Absolument. Et c'était un spectacle beaucoup plus esthétique, avec une dimension artistique très très belle. Christophe Lutringer est un magnifique metteur en scène. Il y avait une musique aussi absolument magnifique, des chanteurs, donc c'était à la fois joué et chanté. C'est une sorte d'opéra, on pourrait dire, une sorte d'opéra moderne. Donc j'ai eu beaucoup de bonheur à faire cette pièce. Oui. J'en reviens à votre première pièce, Bonté divine, qui avait été montée donc au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse par Louis-Michel Collat. Et Roland Giraud avait accepté parce que c'est la foi, la religion, il y croit beaucoup. C'est un homme de foi, Roland Giraud. Donc effectivement, il a dit enfin une pièce qui touche à des choses qui l'intéressent profondément, mais en même temps, la pièce, même si elle avait de la profondeur, elle avait beaucoup d'humour. On s'est régalé avec Louis-Michel Collat à l'écrire, et c'est vrai que c'était une manière, je dirais, de parler des religions par l'humour. Oui, et la foi de Roland Giraud est telle qu'il y avait des petits signes. Il allait à la caisse tous les jours pour vérifier les entrées. Quand il voyait que ça montait, il disait c'est un signe du destin. Bon, il est comme ça. Moi, je suis pas comme ça. Hein. Oui. Je dirais qu'il est Roland a une foi très très forte, et puis je pense qu'il a été très éprouvé aussi par la mort de sa fille, et que ça a renforcé certainement sa foi. Moi, je dirais que j'ai pas ce côté religieux, si vous voulez. J'ai une foi parce que je pense que la vie a un sens. Je crois quelque chose qui nous dépasse. Après,
je me définis comme un croyant agnostique. C'est-à-dire croyant parce que je crois à ça, et en même temps agnostique parce que je ne sais pas qu'on parle de Dieu, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc je me dis, on ne peut pas connaître Dieu, on ne sait pas ce que c'est, et je suis plutôt proche du Dieu de Spinoza, où je me dis, Dieu, c'est l'harmonie du monde, c'est la beauté de la nature, c'est cette énergie d'amour qu'il y a dans l'univers. Et après, je pense que toutes les religions sont très liées à des cultures, et nous disent des choses qui sont aussi limitées, si vous voulez, par l'intelligence de l'homme, qui est limitée par l'espace et le temps, et qu'on ne peut pas connaître la vérité absolue. Oui, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez écrit, Frédéric Lenoir, des essais de philosophie existentielle, à la fois sur Bouddha, Socrate, Jésus et d'autres. Oui, sur la joie, sur le bonheur, sur le sens de la vie. En fait, moi, je m'interroge comme philosophe sur la question de l'existence, et j'ai pas de réponse toute faite. C'est-à-dire, j'ai pas les réponses d'une religion. Après, toutes les religions m'intéressent, parce que toutes les spiritualités m'intéressent, et j'essaye plutôt de trouver ce qui les réunit. D'ailleurs, un des plus gros succès, un de mes livres qui est le plus gros succès, s'appelle L'âme du monde, dans lequel j'imagine que 7 sages représentant les 7 grands courants spirituels et philosophiques du monde se rassemblent pour transmettre à des enfants, je dirais, les piliers de la sagesse universelle. Et on s'aperçoit que dans toutes les traditions spirituelles, qu'elles soient philosophiques ou religieuses, vous avez des points communs, vous avez vraiment des clés de la sagesse universelle, et je suis plus attiré par ça que par ce qui divise dans les religions, c'est-à-dire les dogmes. Et puis, en plus, votre premier écrit, c'était à l'université, c'était une thèse de doctorat en sociologie sur la rencontre du bouddhisme et de l'Occident, et vous avez eu les félicitations du jury. Oui, avec Edgar Morin dans mon jury de thèse, parce que je me passionne par, au fond, la confrontation des idées. Et je me dis, moi je suis né dans une tradition occidentale, donc je connaissais très bien la philosophie grecque, je connaissais bien la tradition judéo-chrétienne, je connaissais très très mal l'Orient. Et du coup, je me suis dit, mais il faut connaître l'Orient. Si on veut être un penseur qui se situe à l'échelle de l'humanité, il faut connaître la pensée orientale. Et du coup, je me suis plongé dans toute la pensée orientale, l'hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, etc. Et là, effectivement, j'ai été très très intéressé par le bouddhisme, et j'en ai fait une thèse, et ma thèse porte justement sur la rencontre du bouddhisme et de l'Occident, dont Arnold Toynbee, que vous connaissez sans doute, un des plus grands historiens des civilisations anglais, lorsqu'on lui a posé la question, et ça vous allez être sidéré par sa réponse, on lui a posé la question, à l'échelle des civilisations, qu'est-ce qui restera comme l'événement le plus important du XXe siècle ? On dirait tous Hiroshima, la Shoah, les 2 guerres mondiales. Lui, pas du tout. Il dit à l'échelle des civilisations, sur l'histoire très très longue, l'événement le plus important du XXe siècle, c'est la rencontre du bouddhisme et de l'Occident. Mais ce qu'il dit, c'est cette rencontre-là va transformer l'humanité, puisque l'Occident va enrichir l'Orient et l'Orient va enrichir l'Occident, et c'est la réunification des 2 lobes de notre cerveau de l'humanité. Et j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, je vais en faire une thèse. Et d'ailleurs, c'est aussi l'avis de quelqu'un dont vous avez lu les écrits, Frédéric Lenoir, qui est Arnaud Desjardins. Absolument, donc j'ai rencontré plusieurs fois Arnaud Desjardins, qui était un journaliste de l'ORTF, qui avait été rencontré pour la première fois les lamas tibétains, il a rencontré le Dalai Lama, les mystiques soufis, et donc cet homme merveilleux a découvert les spiritualités orientales, et vers l'âge de 14-15 ans, j'ai lu les ouvrages d'Arnaud Desjardins qui m'ont beaucoup éclairé, et je pense que ça a été un éveilleur pour beaucoup de gens, et notamment pour quelqu'un comme Mathieu Ricard, par exemple, qui a découveur le bouddhisme grâce à Arnaud Desjardins. Et pour Dalida, qui est partie, elle aussi, vivre dans un ashram pendant quelques mois. Bon, elle a vu ensuite le moine qui lui a fait écouter ses cassettes de chansons, et le moine lui dit, retournez en France, le public vous attend. C'est pour ça qu'elle est revenue. Ah, je ne connaissais pas l'anecdote. Elle a bien fait. Elle a bien fait, oui, on l'a retrouvée avec bonheur. Alors, il y a aussi la Kabbale qui est importante pour vous. Alors, je me suis intéressé, comme je vous disais, à toutes les spiritualités, et au sein du judaïsme, ce qui m'a vraiment passionné, c'est la symbolique des lettres hébraïques. Et à l'âge de 17 ans, j'ai suivi pendant 1 an des cours de symbolique des lettres hébraïques, et ça m'a amené à connaître la Kabbale, qui est une tradition, on pourrait dire, mystique au sein du judaïsme, parce que le judaïsme est très porté sur la loi, sur l'observance de la loi. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Et ce qui m'a intéressé, c'est la dimension symbolique et mystique. Et la Kabbale, c'était tout à fait passionnant, donc je m'y suis longuement intéressé, effectivement. J'ai rencontré pendant des années à la radio un Adégrad, qui était un kabbaliste célèbre, qui est mort en Israël il y a quelques années, et qui disait que la Kabbale, c'était à la fois se connaître mieux et connaître les autres. On peut dire ça de tous les courants spirituels. Et tous les courants spirituels ont effectivement ces 2 dimensions, que ce soit la Kabbale dans le judaïsme, le soufisme dans l'islam, la mystique chrétienne, et puis toute la philosophie existentielle que l'on retrouve depuis Épicure et Aristote et les stoïciens jusqu'à Spinoza ou Montaigne. C'est vraiment ce double mouvement. Apprendre à se connaître, aller dans la profondeur de notre être pour dépasser toutes les apparences, pour dépasser ce qu'on appelle l'ego. Ne pas être simplement enfermé dans ce petit personnage qu'on s'est construit dans le regard des autres, mais découvrir notre être profond, ce que Jung appelle le soi. Et lorsqu'on fait ce chemin d'individuation, comme dit Jung, et ben finalement,
on s'aperçoit qu'on se relie aux autres beaucoup mieux, qu'on n'est plus dans la rivalité, dans la compétition, dans la concurrence, dans la peur, mais qu'on est dans la communion. Et ce chemin, vous l'avez fait, Frédéric Lenoir, avant tout le monde. Aujourd'hui, ce que vous dites est d'actualité, mais à l'époque, il y a quelques années, personne n'en parlait. Alors c'est vrai que ça m'amuse quand il y a des journalistes mal informés qui me disent vous suivez la mode, vous vous intéressez à la philosophie, à la méditation, etc. Mais je dis mais je fais ça depuis l'âge de 15 ans. Donc effectivement, je pense que j'ai plutôt produit la mode que suivi la mode. Mais je crois que simplement que j'ai eu, si vous voulez, un parcours j'ai eu la chance d'être dans un milieu encore une fois cultivé. Je me suis posé des questions très très jeune. J'ai eu un parcours qui fait que j'ai pu approfondir des questions qui aujourd'hui intéressent beaucoup de gens. Oui, et comment expliquez-vous qu'elles intéressent autant de gens aujourd'hui, Frédéric Lenoir ? Pour plein de raisons, mais je pense que les principales, c'est qu'on a assisté à l'effondrement de tout un certain nombre de grands récits, si vous voulez. L'humanité a besoin de grands récits. Donc il y a eu les récits religieux pendant très longtemps, pendant des millénaires, qui sont en train de s'effondrer ou de se transformer en profondeur. Et ça a laissé la place vacante à un questionnement sur le sens de la vie. Et puis il y a eu le grand récit politique qui s'est effondré au XXe siècle avec toutes les idéologies, le nationalisme qui a créé des guerres meurtrières, etc. Et puis on a le récit consumériste qui est en train aussi de montrer toutes ses limites, de détruire la planète, etc. Donc on est en recherche de sens. On se dit, mais au fond, qu'est-ce qui peut nous rendre heureux ? Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre ? Comment agir bien ? Et ce sont les grandes questions universelles de la spiritualité et de la philosophie qui sont en train de rejaillir aujourd'hui. Et vous n'êtes jamais là où on vous attend, Frédéric Lenoir. La preuve des romans qui ont été vendus à des millions d'exemplaires, La prophétie des deux mondes et L'oracle de la Luna. Et ensuite, vous les avez adaptés en BD. Ça, c'est totalement inattendu. Alors, L'oracle de la Luna, c'est effectivement un roman que j'ai mis 15 ans à l'écrire parce que c'est un roman à clé, à la fois historique, philosophique, un thriller, un roman d'amour, etc. Et ce roman a été adapté en bande dessinée grâce à Griffo. Griffo, c'est un merveilleux dessinateur qui a fait notamment les dessins de Giacomo C. Et puis, il est tombé amoureux de cette histoire et il l'a adapté, ce qui fait qu'on a travaillé ensemble avec Rodolphe, aussi scénariste, à l'adaptation en 5 tomes de L'oracle de la Luna. Et donc, ça donne une série BD qui est merveilleuse. Et puis, j'ai écrit des scénarios. Donc, La prophétie des deux mondes, c'est aussi j'ai inventé un monde. Hein, c'est comme Game of Thrones, plus modestement, évidemment. J'ai inventé tout un monde d'heroic fantasy. Ça fait une dizaine d'années. Et puis, j'avais fait une BD sur Bush, une BD humoristique qui s'appelait L'élu, où je m'étais moqué de George W. Bush parce que pour moi c'était vraiment pathétique ce qui s'est passé avec cette guerre en Irak dramatique, etc. Donc finalement j'aime toucher à la BD dans tous ces registres. Oui. Et pour votre culture personnelle, Griffo a commencé en reprenant une série mythique du journal Tintin qui était Modeste et Pompon, créée par Franquin. Athanasio l'a poursuivi, il fallait quelqu'un, et Griffo a débuté en réalisant des gags dans la succession de Franquin, créateur de Gaston Lagaffe. Et je savais qu'il avait fait SOS Bonheur avec Van Damme aussi, oui, le scénariste de Torgal et de 13, mais je ne savais pas qu'il avait fait ça, qu'il avait démarré comme ça. Voilà, et on connaît peu ses planches, mais elles sont excellentes. Alors, effectivement, vous menez plusieurs vies, et vous êtes devenu aussi chercheur associé à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous avez assuré la relève d'Edgar Morin, dont on parlait tout à l'heure, qui est un de vos maîtres. Oui, enfin, j'ai pas assuré la relève, parce qu'on ne peut pas assurer la relève d'Edgar Morin, mais disons que dans tout mon travail de recherche plus scientifique, je cherche toujours, à la suite d'Edgar Morin, à faire de l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'Edgar Morin a parfaitement compris qu'on ne pouvait pas parler aujourd'hui des problèmes extrêmement complexes de l'homme et de la société si on ne faisait pas appel à toutes les sciences humaines. On a besoin à la fois de l'histoire, de la sociologie, de la philosophie, de l'anthropologie, de la psychologie pour comprendre notre société, pour comprendre la complexité de l'être humain. Donc c'est cette méthode-là, je dirais, qui n'est pas d'ailleurs très prônée à l'université parce qu'on est hyper spécialisé. Et donc moi, je me suis toujours intéressé à toutes les sciences humaines. Lorsque je parle de l'être humain, de la société, je fais appel à toutes ces disciplines. Oui, et Edgar Morin, on le connaît aussi parce qu'un jour, je crois que c'est le 7 juillet 63, il écrit un article dans Le Monde où il parle de la fête de la nation de Salut les copains et il emploie le mot yéyé, qui est né ce jour-là grâce à lui. Ah mais Edgar Morin, c'est un visionnaire. Vous savez qu'il a écrit en 1950 son livre sur les stars et sur le cinéma. C'est quelqu'un qui a montré que les nouvelles stars, ça allait être celles du cinéma et qu'on allait s'identifier à elles et qu'on avait un besoin d'identification. Il a anticipé tellement de choses. Il était à Esalen, en Californie, au début des années 60, quand est né tout ce mouvement New Age d'inspiration à travers l'Orient et ce mélange entre la psychologie et l'Orient. Et il a annoncé que ça allait déferler dans le monde entier. Donc il a vraiment été, je dirais, lui, c'est un pionnier, effectivement, de beaucoup de courants de pensée contemporains. Et vous aussi, vous êtes un visionnaire, puisque vous avez été écologiste avant la lettre, notamment avec un livre qui s'appelle Mal de terre, que vous avez signé Frédéric Lenoir avec Hubert Reeves. Oui.
Alors c'est vrai, je me suis toujours intéressé à la question écologique depuis toujours. Et lorsque j'ai pris conscience que ça devenait un enjeu planétaire et qu'on menaçait la possibilité de la vie, en tout cas de la vie humaine sur Terre, parce qu'il y a des insectes qui résisteront, je me suis engagé. Et j'avais co-créé une association qui s'appelait Environnement sans frontières, qui n'existe plus aujourd'hui, dans lequel justement on avait mobilisé Edgar Morin, Hubert Reeves, tout un certain nombre de penseurs et de chercheurs pour informer sur les menaces qui pèsent sur la planète. Et puis j'ai continué à m'intéresser aux animaux. J'ai fondé il y a 2 ans une association qui s'appelle Ensemble pour les animaux, parce que je suis scandalisé par la manière dont on traite les animaux, qui sont beaucoup plus intelligents, sensibles qu'on ne l'imagine. Oh oui. Et j'ai lutté d'ailleurs avec l'association 30 millions d'amis. On trouvait aberrant que le Code civil français, depuis Napoléon, considérait les animaux comme des objets. Ils étaient classés comme des meubles. Et du coup, on a milité pour qu'on change le Code civil. J'ai fait une pétition qui a été signée par une trentaine d'intellectuels, dont Boris Cyrulnik, Luc Ferry, Michel Onfray, André Comte-Sponville, etc. Et cette pétition a eu un énorme impact. Et du coup, les députés s'en sont emparés. Ils ont changé le Code civil. Alors, c'est une petite chose, mais je mène tous les combats que je peux pour qu'on essaye de reconnaître les animaux comme des êtres sensibles, des êtres très souvent conscients d'eux-mêmes, et qu'on arrête de les considérer et de les traiter comme des objets. Vous avez des chats et des chiens, je crois, autour de vous. Oui. Alors, plus en ce moment, parce que j'en ai eu beaucoup. Et puis là, je voyage tellement, parce que je suis actuellement beaucoup à l'étranger. Donc, je ne peux pas actuellement avoir d'animaux. Mais dès que je prendrai ma retraite, je reprendrai. Oui, je ne suis pas certain que vous prendrez votre retraite. Je me poserai un peu à un moment donné. Voilà, ce sera différent, j'accepte ce terme-là. Et puis, il y a aussi autre chose qui s'est passé. Et là, on va revenir à l'actualité, puisque demain sort un film dont on va parler dans quelques instants, avec la date du 17 avril 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Lenoir. Sur Renault.fr. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Frédéric Lenoir. On a parlé de votre passé, de vos engagements, de vos livres. Et puis il y a le cinéma. Et le cinéma, demain, 17 avril, sort sur tous les écrans de France un documentaire qui s'appelle Le Cercle des petits philosophes. Un documentaire de Cécile Dangean et avec vous. Et on vous voit tout le long du film dans une aventure assez incroyable. Ah oui, alors ça, je suis vraiment très très heureux de ce documentaire, puisque une de mes passions, c'est de faire de la philo avec les enfants. Et j'ai découvert ça il y a 5 ans. C'est qu'on peut faire non pas des cours de philosophie avec des enfants, parce qu'ils ne seraient pas capables de lire évidemment Spinoza ou Heidegger, mais les enfants philosophes, ce sont des petits philosophes. Ils ont naturellement une capacité à s'émerveiller, à questionner le monde, à raisonner, et ils arrivent de plus en plus à développer leur pensée personnelle lorsqu'on les y amène. Et donc finalement, je fais ce qui existe d'ailleurs depuis 40 ans dans le monde, c'est pas moi qui l'ai inventé, des ateliers de philosophie avec les enfants, où je leur dis de quoi voulez-vous parler, et ils veulent parler des grandes questions de la vie, de la mort, du bonheur, de l'amour, etc. Et les enfants, moi je dis jamais ce que je pense, les enfants expriment leurs convictions, leurs pensées, ça les met déjà dans la joie d'exprimer ce qu'ils pensent, et puis ils découvrent que les autres pensent pas comme eux, et du coup ça crée du débat, et du débat dans le respect. Donc c'est vraiment un laboratoire aussi de citoyenneté de faire ces ateliers philo. Et puis un jour, un producteur de cinéma me dit, j'aimerais beaucoup faire un film avec vous, à quoi vous pensez? Et j'ai dit, ça, c'est un super documentaire qu'on pourrait faire sur les ateliers philo avec les enfants. Et du coup, on a rencontré la réalisatrice Cécile Dangean, qui filme avec une poésie, parce que c'est un vrai film, c'est pas un documentaire pédagogique, c'est un film où on utilise, je dirais, les ateliers philo presque comme un prétexte pour suivre les enfants et voir comment ils regardent le monde. Et c'est une aventure qui a duré 1 an, qui est merveilleuse, où pendant 1 an, Cécile Dangean m'a suivi faire des ateliers philo dans 2 écoles, avec des enfants de 7-8 ans, avec des enfants de 10-11 ans, et le résultat est magnifique. Oui, alors d'abord, comment avez-vous choisi ces 2 écoles, Frédéric Lenoir? Alors vraiment, déjà on voulait en faire qu'une au départ, mais on n'arrive pas à se décider sur l'âge des enfants, parce que c'est passionnant de faire des ateliers philo avec des petits enfants qui ont plutôt 7-8 ans. Ils ont une espèce de fraîcheur et de spontanéité, mais on a aussi des choses très intéressantes avec des enfants un peu plus grands qui sont en CM1, CM2, qui ont plus de vocabulaire. Et donc, comme on n'arrive pas à se décider, on a pris 2 classes. Et puis après, on est parti avec les gens qu'on connaissait. Cécile, elle a pris tout simplement l'école où est son fils, donc qui est une école rue Saint-Maur à Belleville, dans le 20e arrondissement, assez mélangée. Et puis, moi, je connaissais une institutrice assez formidable qui m'avait dit qu'elle voulait se former aux ateliers philo avec les enfants, qui est dans une zone prioritaire à Pantin, en région parisienne. Et voilà, c'est comme ça qu'on est parti dans cette aventure. Lycée Aragon, je crois. Lycée Louis Aragon, oui, absolument. Alors, vous êtes
parti là-dessus avec l'accord des directeurs, des proviseurs. Voilà, il a fallu convaincre les proviseurs, il a fallu convaincre les directeurs, les parents d'élèves, parce que tous les enfants ont été filmés, hein, sans exception, et tout le monde a accepté de jouer le jeu, sinon on ne pouvait pas le faire. Et ça a été d'ailleurs très émouvant, parce que après la projection en avant-première du film, j'ai rencontré tous les parents. Et les parents m'ont dit, mais vous pouvez pas savoir le bien que ça a fait nos enfants. Au départ, on était un peu réticents, on a quand même dit oui, puis finalement, on s'est aperçu que ça les a complètement transformés cette année à faire des ateliers philo. C'est-à-dire ? Eh bien, ils disaient, les enfants, ils rentrent à la maison, ils avaient qu'une envie, c'est de parler philo. Donc ils disaient, mais maman, c'est quoi pour toi le bonheur? C'est quoi réussir sa vie? Et on a dit ça, et j'ai dit ça. Et des parents m'ont dit, nos enfants, ils ont gagné confiance en eux. Le fait qu'on les interroge sur ce qu'ils pensent eux et qu'on leur demande pas simplement de répéter ce qu'ils ont appris, c'est complètement différent de tout ce qu'ils font habituellement à l'école. Et du coup, des enfants qui étaient un peu timides, ils ont gagné confiance en eux. Ils se sont rendus compte qu'on les considérait comme des interlocuteurs valables. Ce que tu penses, ça m'intéresse, c'est important pour moi. Et puis ils ont aussi gagné en tolérance. C'est-à-dire qu'ils ont appris que les autres pensaient pas comme eux. Ils ont découvert que les autres pouvaient les enrichir. Et qu'il y a une petite fille qui le dit d'ailleurs à la fin du film, elle dit on pense mieux ensemble. Mais ça, c'est toute l'histoire de la philosophie. On pense mieux avec ceux qui nous ont précédés, avec ceux qui pensent à côté de nous différemment, et on va plus loin. Et ce documentaire dure 1h23, ça veut dire que vous avez tourné combien de temps pour avoir tous ces éléments? Moi, j'ai fait des ateliers philo pendant 1 an, c'est entre septembre et juin, dans 2 écoles, à raison d'un atelier tous les 15 jours. Donc ça a été une année scolaire, 9 mois si vous voulez à peu près. Et tout a été filmé. Après, tout a été filmé. Mais après, la réalisatrice a fait un énorme travail. C'est que entre les ateliers philo, elle continuait de tourner. Elle suivait les enfants chez eux. Donc, à la sortie de l'école, dans la cour de récréation, rentrer chez eux, parler avec leurs camarades, leurs frères et sœurs, etc. Donc, en fait, c'est un film sur l'enfance et sur la manière dont les enfants voient le monde et se perçoivent eux-mêmes. Et c'est tout à fait au-delà des ateliers de philo. Oui, et à l'ère du zapping, c'est un film où on prend son temps. Il y a des moments de lenteur, des images, du son. Et ça, c'est volontaire de votre part, Frédéric Lenoir. C'est volontaire surtout de la part de la réalisatrice. En tout cas, on s'ennuie jamais, parce que moi, j'ai découvert le film, je me suis pas mêlé du tout de la réalisation et du montage. J'ai découvert le film, je me dis, mais ça passe à une vitesse tellement, elle arrive à nous émouvoir avec ses regards et ses paroles d'enfants qui nous parlent de la vie, de la mort, de leurs angoisses, de leurs espérances, etc. Et comment sont nés pour vous ces ateliers que vous faites depuis des années, Frédéric Lenoir ? Alors c'est né parce que je suis un fervent lecteur de Montaigne et que je disais dans mes conférences depuis des années, quand Montaigne nous dit que l'éducation, ça ne devrait pas simplement être faire des têtes bien pleines, mais faire des têtes bien faites, c'est-à-dire apprendre aux enfants à bien penser. Alors c'est nécessaire de faire des têtes bien pleines, c'est utile d'apprendre à lire, à compter, à écrire, tout ça est absolument indispensable. Mais à côté, il manque cet espace dans lequel on apprend aux enfants à penser par eux-mêmes. Et c'est ce qu'apportent les ateliers philo. Et si on fait ça 1 heure par semaine, on peut le faire dans le cadre des cours d'éducation morale et civique, mais les enfants, ils adorent ça. Et du coup, ils développent une pensée personnelle. Alors moi, ce que j'ai découvert, c'est que je pensais que ça n'existait pas. Et puis un jour, à la fin d'une conférence où je dis ça, il y a une directrice d'un établissement scolaire de Genève qui me dit, mais nous, en Suisse, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Et du coup, j'ai été voir, j'ai trouvé ça formidable. Et j'en ai fait pendant 1 an. C'est-à-dire, j'ai consacré 1 an de ma vie à faire que ça. Et puis après, il y a eu le film qui a suivi. Et peut-être que d'autres assurent la relève. Ces ateliers devraient être dans beaucoup d'écoles, Frédéric. Alors déjà, on a reçu. Alors j'ai créé. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, c'est assez peu connu, même si c'est pratiqué dans 70 pays. Il y a une chaire UNESCO qui existe pour les ateliers philo avec les enfants, mais c'est très peu connu. Et du coup, j'ai eu envie que ça se généralise parce que je vois le bien que ça fait. Et j'ai créé une association qui s'appelle Sève. Sève, c'est comme la sève de l'arbre, ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. Et cette association à but non lucratif, le but c'est de former des enseignants et des non-enseignants qui veulent aller dans les écoles pour le faire, notamment dans le cadre du périscolaire, de former des enseignants et des non-enseignants à la pratique des ateliers philo. Et on a formé, Sève a été créé il y a 2 ans et demi, on a formé déjà 3000 personnes. Donc ça prend énormément, ça passionne les gens. Et on a reçu l'agrément du ministère de l'Éducation nationale, donc Jean-Michel Blanquer a signé l'agrément qui nous reconnaît Sève comme association complémentaire de l'éducation nationale. Et donc aujourd'hui, tout enseignant qui veut faire des ateliers philo peut se former et peut les faire dans sa classe. Et puis il y a des personnes qu'on envoie, par exemple la mairie de Trappes, où ils ont des problèmes de radicalisation, nous a demandé de faire des ateliers philo dans toutes les écoles de la ville. La mairie de Montreuil vient de nous demander la même chose. La mairie de Nice nous a demandé de faire des ateliers philo pour tous les CM1 après les attentats, pour qu'ils puissent discuter. Et donc on a énormément de demandes, et heureusement qu'on
qu'on forme beaucoup de monde parce que ça permet de répondre à cette demande. Oui, car dans ce film, on voit aussi beaucoup de races, beaucoup de religions représentées. Les enfants, il n'y a pas que très les mêlés, catholiques. hein. C'est très mêlé. C'est très mêlé. Ben oui, je pense que c'est la France d'aujourd'hui qui est très mêlée. Et on voit cette diversité d'enfants qui viennent de toutes les religions, d'enfants qui sont des milieux athées, etc. Et c'est ça la philo, c'est que on dépasse les croyances pour discuter et pour essayer finalement de se mettre d'accord sur l'essentiel. Pas. Et puis ces ateliers, vous connaissez bien le sujet puisque vous avez été un mauvais élève à l'école. Si vous aviez eu ces ateliers, ça m'aurait passionné. Ça vous aurait changé peut-être, Frédéric Lenoir. En tout cas, j'ai eu la chance d'avoir un père philosophe qui m'a permis de découvrir la philosophie en dehors de l'école. Et aujourd'hui, je pense que tous les enfants pourraient découvrir la philosophie grâce à ces ateliers philo, et j'espère que ça va continuer de se développer. Alors, il y a plein de thèmes abordés dans ce film. On a l'habitude des mots d'enfants dans les livres, mais là, c'est la première fois qu'on voit au cinéma ce genre de choses, avec des questions, pourquoi on vit, pourquoi on meurt. C'est la première question que se posent les enfants. Quand je leur dis de quoi vous voulez parler, première question, pourquoi on existe ? Deuxième question, pourquoi on meurt ? Si on existe, pourquoi on meurt ? Et sur cette question-là, d'ailleurs, les enfants ont beaucoup parlé de la mort. C'est vraiment très présent dans le film, parce que c'est une question qui les hante. Et nous, après, on n'y pense plus, on refoule, je dirais. Et les enfants, non, ils veulent comprendre. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce qu'ils voudraient tous être immortels, évidemment, mais ils disent, on comprend pourquoi on meurt. Parce qu'il y a des bonnes raisons. Et il y a un enfant qui dit, alors c'est pas dans le film parce que on n'a pas pu garder, mais un enfant qui dit, heureusement qu'on meurt parce que sinon on serait trop nombreux sur Terre. Donc ça, c'est dans le film. C'est dans le film. On serait trop nombreux sur Terre. Et il a tout à fait raison. La démographie pourrait pas supporter s'il n'y avait pas la mortalité. Et puis il y a d'autres enfants qui disent, oui, puis alors les méchants seraient toujours sur Terre. Il y aurait toujours Hitler sur Terre si on mourrait pas. Heureusement qu'il meurt. Puis un enfant qui dit, oui, mais quand on souffre trop, heureusement qu'on peut mourir. Puis un autre enfant qui dit, finalement, si la vie était trop longue, on serait immortel. On ferait pas les choses intensément. Comme on sait qu'on est mortel, il faut se presser de faire les choses importantes pour nous. Donc on voit des réflexions très profondes qui permettent d'apprivoiser un peu la mort à travers l'angle de la philosophie. Et d'ailleurs, quand on voit le titre de ce film, Le cercle des petits philosophes, on pense au cercle des poètes disparus. Oui, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Oui, et vous vous souvenez du mantra de ce film, quelle était cette phrase culte que Robin Williams apprenait à ses élèves, c'est Carpe diem, vis dans l'instant, qui est une phrase effectivement d'un poète grec et qui est la clé de la philosophie pour les Grecs, c'est-à-dire vis dans l'instant présent. Le passé est le passé, le futur n'est pas encore là, vis dans l'instant présent parce que c'est là que se joue ta vie. Et cette plaque maintenant avec Carpe diem est inscrite dans la plaque de ciment de Robin Williams et qui est visible au Manchester Theatre de Los Angeles. Je ne le savais pas. J'irai. Vous irez voir là. Alors il y a aussi une chose très importante, chaque séquence, chaque atelier démarre par la méditation. Ça, c'est important pour vous. Oui, parce que quand j'ai commencé à faire des ateliers de philosophie, je me suis aperçu que les enfants n'étaient pas attentifs du tout. Ils étaient extrêmement dispersés, agités. J'ai découvert que scientifiquement, on avait prouvé qu'un enfant ne peut pas être attentif plus de 8 secondes aujourd'hui. Toutes les 8 secondes, il pense à autre chose. Et donc, devant ça, c'était compliqué de faire des ateliers philo qui demandent beaucoup de présence et d'attention. Et comme moi, je médite depuis 35 ans, j'ai appris ça en Inde, j'ai fait une petite méditation très simplifiée. On appelle ça d'ailleurs pratique de l'attention, où je demande aux enfants simplement d'arrêter de penser, de fermer les yeux, de mettre leur attention sur leur respiration, sur leur souffle. Et ça marche très bien. Les enfants se calment. Et au départ, ils rigolent, ils ouvrent les yeux, puis à la fin, plus du tout. À tel point que la plupart des enseignants avec qui j'ai fait des ateliers philo m'ont dit, mais nous, la méditation, on en fait tous les jours. C'est cette petite pratique de l'attention qui permet aux enfants de se calmer. Et du coup, on voit que les enfants, finalement, ils sont plus présents, ils écoutent mieux les autres. Et puis, il y en a plein qui me disent, moi, je continue chez moi, parce que quand j'ai envie de casser la figure à mon petit frère, je vais méditer dans ma chambre et après, j'ai plus envie. Voilà. Et il y a aussi une chose très importante, c'est la notion de bonheur. Vous êtes aussi un philosophe du bonheur, Frédéric Lenoir, et ça se voit dans ce film. Alors, je ne sais pas si je suis un philosophe du bonheur. Disons que la question du bonheur m'intéresse. Je ne la trouve pas méprisable du tout, comme beaucoup de mes confrères intellectuels qui trouvent ça tout à fait dérisoire. Je crois que tout être humain aspire au bonheur d'une manière ou d'une autre, quel que soit le bonheur. Le bonheur est subjectif, il dépend de chacun. Mais on aspire tous à un état de satisfaction le plus durable et global possible de l'existence. Et donc, c'est une question que se posent les enfants. Quand je leur dis de quoi vous voulez parler, ils vont vous dire de l'existence, de la vie, de la mort et du bonheur. Ça fait partie des choses essentielles. Alors, c'est très intéressant parce que je me souviens d'un atelier de philosophie que j'avais fait en Corse où j'avais posé la question du bonheur à des enfants et ils m'avaient dit, finalement, être heureux, c'est se satisfaire ses désirs. Si on a envie de quelque chose, on est heureux. Puis un enfant qui dit, 7 ans, qui dit, c'est pas vrai du tout. Parce que quand on veut quelque chose, on veut toujours autre chose. Et finalement, on n'est jamais heureux parce qu'on n'est jamais satisfait. Quand j'ai un jouet, j'en veux un autre. Et il a dit, j'ai compris que si je voulais être heureux, à l'âge de 5 ans, j'ai compris que si je voulais être heureux, il fallait que j'apprenne à me satisfaire de ce que j'ai. Alors je lui dis, tu t'appelles Sénèque? Il me dit, non, Julien. Et je lui dis, c'est quoi le bonheur pour toi si c'est pas la satisfaction du désir qui est toujours insatisfait? Il me dit, le bonheur, c'est juste d'exister au monde. Et ce petit garçon, il est rentré le soir chez lui, je l'ai su après par la prof, il a dit à sa maman, maman,
quand je pense que j'ai attendu d'avoir 7 ans et demi pour faire de la philosophie. Et vous avez attendu 35 ans pour être heureux, Frédéric Lenoir. Oui, je pense que j'ai été... Bon, faut pas dire ça non plus, c'est trop radical. Disons que j'étais un enfant qui avait une sensibilité joyeuse, mais dans un milieu familial douloureux. Ce qui fait que mon enfance ayant été chaotique, j'ai eu beaucoup de problèmes à l'adolescence, j'ai pas été très heureux en amour pendant longtemps, j'avais du mal à me trouver, etc. Ce qui fait que je dirais que le bonheur, c'est-à-dire un état où j'apprécie la vie telle qu'elle est, avec ses hauts, ses bas, etc. et tout, la sérénité, c'est venu tard, c'est venu vers l'âge de 40 ans, mais il y a eu tout un chemin philosophique, spirituel et thérapeutique, parce que j'ai fait aussi des thérapies qui m'ont beaucoup aidé, et aujourd'hui, je peux le dire vraiment, je suis heureux parce que j'aime la vie comme elle est, de manière inconditionnelle. Et nous sommes très heureux de vous avoir accueilli pendant 1 heure à ce micro, Frédéric Lenoir, pour parler de vous, pour parler de ce cercle des petits philosophes qui sort demain sur les écrans, et que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent et à leurs enfants, parce que c'est un véritable moment de bonheur. Merci infiniment. Merci d'avoir participé à ces clés d'une vie, et vous revenez quand vous voulez, car comme sur Sud Radio, comme vous, nous parlons vrai. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaie, ensuite ce sera Trina Magdine, et ensuite ce seront les vraies voix de Sud Radio avec Christophe Bordet, Philippe David et toutes leurs équipes. Et nous, on se retrouve demain à 13h, bien sûr, pour d'autres clés d'une vie. Merci, bonne journée et à demain.